Dans une petite rue tranquille, la disparition d'une femme occupe tous les esprits quand soudain, sa voisine qui habitait juste en face est assassinée. Et si les deux femmes avaient été victimes du même tueur? Je vais vous raconter leur histoire. Dans cette vidéo, je parle de drogue et je donne des détails sur le meurtre violent de deux femmes. Si ce sont des thèmes qui vous touchent particulièrement, il est encore temps de quitter cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un autre sujet. Julie Slepsack vit dans une rue tranquille de la petite ville de Rosedale, une ville américaine de 20 000 habitants dans le Maryland, une ville qui est très appréciée des familles et des retraités pour son cadre calme et verdoyant à proximité de la grande ville de Baltimore. Judy a 66 ans et ses voisins la décrivent comme une femme douce et agréable qui leur propose toujours un coup de main, et si elle a vécu pendant très longtemps seule, eh bien ça fait quelques semaines qu'elle héberge son beau-fils et elle est bien contente d'avoir un petit peu de compagnie. Mais en mai 2018, Judy semble s'être volatilisée. Alors évidemment, tout le monde s'inquiète, c'est très bizarre de ne pas l'avoir vue depuis longtemps et les voisins discutent entre eux et une rumeur commence à circuler. Judy serait partie en cure de désintoxication. En effet, Judy a des problèmes de santé et elle serait devenue accro à l'oxycodone à cause des médicaments qu'elle prenait, donc ça a du sens, mais en même temps, il y a beaucoup de ses voisins qui n'y croient pas une seule seconde. En effet, ça fait longtemps qu'elle habite ici, elle a tissé de véritables liens d'amitié avec certaines de ses voisines, et puis quand on part en cure de désintoxication, normalement ce n'est pas quelque chose de soudain, on a une date d'entrée, on a le temps de prévenir ses proches, et puis en plus de ça, Judy a plusieurs chats, elle a un jardin à entretenir, et elle n'a demandé à personne de s'occuper de ses chats et de ses plantes en son absence. Alors certes, il y a bien son beau-fils, mais lui aussi est parti à peu près au même moment que Judy. Il revient de temps en temps, mais il est pas là tout le temps, donc c'est pas lui qui s'occupe des chats non plus. D'ailleurs, en parlant de ce beau-fils, eh bien justement, les voisins qui sont les plus inquiets lui posent des questions, mais les explications qu'il donne ne parviennent pas à les convaincre. Surtout Cindy Testerman, la voisine d'en face de Judy, qui elle ne croit pas du tout à cette histoire de cure de désintoxication. Cindy Testerman est un petit peu plus jeune que Judy, elle a 61 ans alors que Judy en a 66 et c'est une femme qui aime son prochain, elle aime aider les autres, c'est à ça qu'elle dédie toute sa vie puisque quand son fils unique Robert était petit, elle a ouvert une garderie chez elle afin de s'occuper d'enfants et de pouvoir également s'occuper de son fils, et puis quand celui-ci a grandi, qu'il est devenu adolescent, eh bien son papa à elle, le papa de Cindy, donc le grand-père de Robert est tombé gravement malade, donc Cindy a déménagé, elle a emménagé avec son père pour s'occuper de lui à plein temps, et à sa mort, elle a récupéré sa maison, et c'est cette fameuse maison qui se situe vraiment juste en face de la maison de Judy. Cindy, c'est une femme créative, à l'esprit hippie, elle est drôle, et elle passe son temps libre à jardiner et à fouiner dans les petites boutiques de loisirs créatifs pour dénicher des pépites. Elle est également bénévole dans un centre pour personnes âgées. Je vous ai dit qu'elle passe son temps à s'occuper des autres, c'est vraiment le cas. Et donc c'est également une femme très active, elle a pas le temps de s'ennuyer. Pourtant elle vit seule depuis le décès de son mari Michael qui est mort quelques années auparavant. Donc elle a perdu dans la foulée son papa et son mari. Mais voilà, elle arrive toujours à s'occuper, elle a des amis, c'est quelqu'un qui croque la vie à pleines dents malgré tout. Cindy est très proche de son fils Robert, qui habite seulement à 15 minutes de chez elle, donc ils se voient souvent mais ils s'appellent également très souvent, et le jour du 24 juin 2018, Robert est très inquiet. Ça fait depuis le matin qu'il tente de joindre sa mère mais qu'il tombe directement sur le répondeur. Ça ne ressemble pas du tout à Cindy, elle répond toujours à son téléphone et puis il est toujours allumé, il est toujours chargé, or là, pas de réponse. Robert est tellement inquiet qu'en début de soirée, il décide carrément d'aller chez elle parce qu'il n'est pas capable de partir se coucher
sans savoir ce qu'il en est. Alors il se dit que c'est sûrement rien de grave, hein. Bon, Cindy a sûrement oublié de charger son téléphone, peut-être qu'elle est occupée, mais quand même il a besoin d'en être sûr et certain, d'autant plus que le lendemain, le 25 juin, eh bien Cindy fête son anniversaire, elle aura 62 ans, donc logiquement elle aurait dû garder son téléphone auprès d'elle pour pouvoir recevoir éventuellement les appels et les messages des personnes qui voulaient lui souhaiter un joyeux anniversaire ou vouloir peut-être la voir le lendemain pour le lui souhaiter. Donc tout ceci est très étrange. Quand Robert ouvre la porte d'entrée de la maison de Cindy, la première chose qu'il constate, c'est une odeur de gaz. Tout de suite, ça l'inquiète. C'est très étrange quand on entre dans une maison de sentir le gaz. Alors, il s'avance, il passe la tête dans la cuisine et là, il a une vision d'horreur. Sa mère est allongée au sol. Il y a uniquement le haut de son corps qui dépasse derrière l'îlot de cuisine. Et il peut voir que le fusil de sa mère est posé sur la table de la salle à manger et également que sa mère présente des traces bleues et violettes autour du cou. Robert appelle « Maman ? Maman ?» mais pas de réponse. Il sent tout de suite que c'est très grave, donc il essaye même pas de s'approcher de sa mère pour voir s'il peut l'aider. Non, il sort rapidement de la maison et il appelle la police. Quand la police arrive sur les lieux, eux aussi sont saisis par cette odeur de gaz et ils se disent tout de suite que c'est la personne qui a fait du mal à Cindy qui a dû laisser le gaz allumé en espérant que la maison s'embrase. Ils s'approchent de Cindy et ils ne peuvent que constater qu'elle est morte. Elle est décédée la veille donc de son anniversaire. Cindy a été étranglée, puis poignardée, et ce sont les coups de poignard qui l'ont tuée. Cindy s'est défendue, elle a lutté, elle a tenté de se défendre contre cet agresseur, mais malheureusement, il a été plus fort qu'elle. Le fusil qui est sur la table, c'est un mystère. On ne sait pas ce qu'il fait là, il n'a pas servi au meurtre de Cindy. En faisant le tour de la maison, les policiers remarquent que celle-ci a été fouillée de fond en comble, comme s'il s'agissait d'un cambriolage. Certains objets d'ailleurs ont disparu. Les placards ont été vidés, les tiroirs ont été retournés, il y a un coffre-fort au beau milieu de la chambre. Et parmi les objets qui ont disparu, il y a les bijoux de Cindy, sa carte bancaire et sa voiture. Cependant, ça leur paraît improbable qu'il s'agisse là du mobile de ce crime parce que le meurtre a été hyper violent. On a l'impression en fait que la personne qui a tué Cindy avait de la haine envers elle. S'il s'agissait simplement d'un cambrioleur qui voulait se faire un peu d'argent en revendant des effets personnels appartenant à Cindy, il aurait très bien pu venir à un moment où elle était absente, ou alors il aurait même pu l'attacher. Ce n'était clairement pas nécessaire de la tuer, et surtout de manière aussi violente. Le souci, c'est que je vous ai décrit la personnalité de Cindy, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui aime les autres, et puis surtout, elle n'a pas d'ennemis. Et en plus de ça, quelque chose que je n'ai pas dit, Cindy c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui fait sa petite vie, qui ne s'occupe pas de celle des autres, alors qui peut bien la détester au point de la massacrer dans sa maison ? Les policiers sortent de la maison pour annoncer la terrible nouvelle à Robert qui est resté sur le perron, et celui-ci a une idée pour connaître l'identité du tueur. En fait, il a accès sur son téléphone aux enregistrements de la caméra de surveillance de Cindy qui se trouve au niveau de la sonnette à côté de sa porte d'entrée. Donc cette caméra filme toutes les personnes qui entrent dans la maison. Donc il remonte au jour du meurtre, à la veille, au jour qui précède encore, et à la grande surprise de Robert et des policiers, on voit un jeune homme venir à plusieurs reprises chez Cindy. On le voit discuter avec elle sur le perron et on le voit parfois entrer à l'intérieur de la maison et surtout, c'est la dernière personne à avoir pénétré dans la maison. Donc ça ne fait aucun doute, il s'agit là du tueur. Le souci, c'est que Robert ne le connaît pas, les policiers ne le reconnaissent pas non plus. Donc maintenant, bien évidemment, il va falloir trouver son identité. Ça va être assez rapide puisque la première chose que font les policiers, bien évidemment, c'est faire le tour du voisinage pour leur demander s'ils ont vu ou entendu quelque chose. Et puis, ils leur présentent la photo de ce jeune homme et on leur répond qu'il s'agit du beau-fils de Judy Slezak.
et que cette femme, Judy, a disparu sans laisser de traces depuis 1 mois. Or, sur les vidéos, on voit à chaque fois que ce jeune homme, qui s'appelle Ryan McGuire, arrive au volant de la voiture de Judy. Le fait que ce soit également le suspect numéro 1 dans une affaire de meurtre et que sa belle-mère ait disparu mystérieusement, ça inquiète énormément les enquêteurs et ils se disent que Judy n'est probablement pas en cure de désintoxication. Alors ils vont fouiller sa maison, mais ils ne voient rien de spécial, donc ils ressortent et décident de partir à la recherche de ce Ryan pour pouvoir lui parler, lui poser des questions et comprendre ce qui s'est passé exactement et où se trouve Judy. C'est encore une fois Robert, donc le fils de Cindy Testerman, qui va aider les enquêteurs puisqu'en plus d'avoir accès à la caméra de la maison de sa maman, il a également accès à ses comptes bancaires. Et il constate que quelqu'un a dépensé de l'argent avec la carte bancaire de sa mère. Donc les policiers n'ont qu'à retracer ces paiements. On voit notamment que cette personne a acheté des vêtements dans un magasin de sport, qu'elle a mis de l'essence dans sa voiture et surtout qu'elle a payé un motel. Donc les policiers se rendent dans ce motel et ils remarquent la voiture de Judy garée sur le parking. Ils restent sur ce parking pour surveiller un petit peu et voir dans quelle chambre se trouve Ryan. Et dès qu'ils ont le numéro de chambre, eh bien ils vont l'arrêter. Ça a été très rapide puisqu'ils l'arrêtent le 27 juin, soit 3 jours seulement après la découverte du corps de Cindy Testerman. Quand les policiers pénètrent dans la chambre louée par Ryan McGuire, ils découvrent assez d'indices pour pouvoir l'inculper puisque tous les objets ayant été volés chez Cindy et Judy se trouvent dans la chambre. Donc on a les cartes bancaires, on a les bijoux des deux femmes et on a également l'arme du crime, donc c'est-à-dire le couteau qui a servi à tuer Cindy. Bon, par contre, la voiture de Cindy, elle, a disparu puisqu'il l'a déjà revendue. Mais qui est Ryan McGuire, cet homme qui vient de tuer froidement une femme sans histoire? Eh bien, Ryan a 32 ans, on peut voir sur son compte Facebook qu'il a un fils qu'il semble beaucoup aimer, avec lequel il adore passer du temps. Mais au lieu de se concentrer sur son enfant, eh bien, Ryan a fait passer avant lui son addiction à la drogue. Le problème, c'est qu'une addiction, ça coûte cher, Ryan ne roule pas sur l'or, et donc pour pouvoir se payer sa consommation, il s'est mis à voler. Le 15 février 2018, soit 1 mois seulement avant la disparition de sa belle-mère, Judy, Ryan a été arrêté par la police après avoir volé le sac à main d'une femme chez elle. Alors, Ryan est laissé en liberté en attendant son procès et il est convoqué à une première audience le 7 mai, audience à laquelle il ne se présente pas. Donc, le juge décide de lancer un mandat d'arrêt contre lui, mais finalement, Ryan ne sera pas arrêté avant le meurtre de Cindy. Il aura fallu que Cindy meure pour qu'il soit effectivement arrêté par la police. Bon, Ryan, c'est un habitué des interrogatoires, il a déjà fait de la prison, donc forcément, il connaît les techniques de manipulation des policiers, il sait également qu'il vaut mieux ne rien dire, ne rien avouer, faire comme s'il n'était au courant de rien. Donc quand les policiers l'amènent en salle d'interrogatoire, ils ne s'attendent pas à grand-chose. Ils se disent « ce n'est pas grave, nous avons assez d'éléments pour l'inculper, donc s'il ne dit rien, tant pis, mais on va quand même essayer ». Mais contre toute attente, Ryan, à peine entré dans la salle, le policier lui pose 2-3 questions et il se met à tout avouer, même ce qui est arrivé à Judy. Regardez. You said you've been staying at the motel there? Yeah, I stayed there for a couple of days. Okay. What about before that? I've been staying with that lady. Who's that? The huge car I had. Judy. Yeah. Okay. What's your relationship to her? She's like my stepmom or something like that. Okay. She let you use the car and everything? Yeah. All right, nice lady. Where's she at these days? Hey, yo, listen. I need a cigarette. I'm not saying nothing else. Tell you a cigarette. Okay. I'm gonna tell you everything you need to know. She's gone too. She's dead too. Just to let you know, she's dead too. You're gonna charge me that one too. So I'll tell you where she's at as soon as I get a cigarette. Y'all not gonna find Judy without me telling you where she's at. Where's she at? She's still in her house. Okay. If y'all take me there, I'll show you where she's at. All right. Can you explain it to me? Yeah.
She got high. She was getting high, so she asked me to shoot her up. I shot her up and she OD'd. So, You said you gave her an injection too, right? Just to make sure. but she was still, she wanted, she came out of it. She was like, she didn't feel good. She wanted me to shoot up again. Okay. So I shot her up. And I did it. She called me out the blue, helping her get off the drugs. Oh. Okay. And I said, damn, I could just stay here, give her to her, and just keep using all our money every month. Yeah. That's what I've been doing. I was in the house. Whose house? Whose house were you in? I was in both houses. Y'all guys, did it smell up? Yeah. It stinks. I was the fucking flower perfume. Okay. It's upstairs in bed. Is that right? Okay. What is it, like a hidden compartment type thing? It's that outside in the bed. With that pink towel was on. Comme vous avez pu le voir dans cet interrogatoire, Ryan raconte ses crimes comme si c'était quelque chose de normal, sans aucune émotion. Je trouve ça vraiment choquant. On voit bien que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune considération pour les vies humaines, mais au moins ça a permis de résoudre le mystère de la disparition de Judy Slapsack. Alors ça aussi c'est assez bizarre puisque je vous ai dit que les policiers avaient fait le tour de sa maison et pour autant ils n'ont pas découvert le corps de Judy alors que Ryan dit qu'il sentait très fort et qu'ils auraient dû savoir où il se trouvait. Bien les policiers ne l'ont pas vu donc bon ils sont quand même retournés chez elle et effectivement son corps se trouvait bien dans un grand coffre au pied de son lit donc Ryan a dit vrai, il avait également tué Judy. Ryan a tué Judy le 20 mai 2018 en lui injectant du fentanyl, de la cocaïne et de la morphine et ainsi en lui créant une overdose volontairement. Donc il l'a tuée avec une injection. Mais pourquoi avoir fait ça? Quel est le mobile de Ryan? Eh bien il est tout simplement financier. Judy aidait déjà Ryan financièrement, mais il en voulait plus. Il voulait pouvoir faire tout ce qu'il voulait, avoir plus d'argent encore. Et c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il allait tuer Judy. Il a réfléchi à son crime pendant des semaines avant de le mettre à exécution. Et son but, c'était tout simplement de récupérer tous les biens possibles pour les revendre, de récupérer la carte bancaire de Judy et ainsi de pouvoir se payer tout ce qu'il voulait. Et surtout, de la drogue. Quant à Cindy, eh bien, elle le soupçonnait fortement d'avoir quelque chose à voir avec la disparition de son amie Judy. Donc elle avait vu clair dans son jeu. Et en fait, Cindy ne lâchait pas l'affaire. Elle voulait vraiment trouver la vérité. Elle voulait vraiment savoir ce qui était arrivé à Judy et elle n'arrêtait pas d'interroger Ryan. Elle appelait en fait sur le téléphone dès qu'elle voyait qu'il était chez Judy. Elle appelait sur le téléphone fixe et elle lui disait « Viens chez moi, je veux qu'on parle tous les deux ». Et dès que Ryan arrivait, eh bien, elle lui posait plein de questions. Ryan sentait que l'étau se resserrait autour de lui, que Cindy ne lâchait pas l'affaire, qu'il avait beau lui donner des excuses et des explications. Ça ne suffisait pas du tout à la convaincre. Et en fait, le jour de son meurtre, elle a dit à Ryan que ça y est, elle était prête à appeler la police. Et ça, Ryan ne l'a pas supporté. Il a voulu sauver sa peau et c'est pour ça qu'il a tué Cindy. Et ensuite, eh bien, il en a profité pour lui voler ses affaires, pour revendre sa voiture, voler ses bijoux, prendre sa carte bancaire, finalement faire la même chose qu'il a fait à Judy. Et ce sont donc deux femmes que tout le monde trouvait gentilles, deux femmes sans histoire, qui sont mortes, tout ça pour que Ryan puisse se droguer. Le procès n'a pas été très long ni compliqué puisque Ryan a plaidé coupable pour 2 meurtres au premier degré et pendant toute l'audience, il a esquivé le regard des familles. Les familles pensent tout simplement que c'est parce qu'il se sentait trop coupable de ce qu'il avait fait que du coup il n'osait pas les regarder dans les yeux. Et donc, pour ces crimes, Ryan a été condamné à 2 peines de prison consécutives. Ryan passera sa vie derrière les barreaux, Ryan mourra derrière les barreaux, Ryan ne pourra plus jamais passer de bons moments avec son fils, il ne retrouvera jamais la liberté. Tout ça parce qu'il avait envie de pouvoir se droguer sereinement et qu'il avait tellement peur de ne pas avoir assez d'argent pour acheter sa drogue qu'il a tué et dépouillé Judy et Cindy. Les familles des 2 femmes n'en veulent pas qu'à Ryan, elles en veulent également à la police, puisque je vous ai expliqué qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Ryan. Or, personne n'a rien fait, il est resté en liberté. Alors que si la police l'avait arrêté immédiatement, s'il n'avait pas attendu
la mort de Cindy pour agir, eh bien les deux femmes seraient toujours en vie. Et elles pourraient toujours rire, prendre un café ensemble, se raconter leur vie. Et puis, les enfants de Robert auraient toujours leur mamie. En parlant des enfants de Robert, eh bien celui-ci assure que l'esprit de sa maman continue à vivre à travers ses enfants, puisqu'ils ressemblent énormément à leur grand-mère et qu'ils ont tous hérité de son esprit créatif, alors que lui et sa femme n'en sont pas dotés, donc il sait qu'ils ont hérité ça de leur mamie, et il a dit qu'il aimerait beaucoup pouvoir lui parler une dernière fois, juste pour lui raconter comment sont ses enfants, et il est persuadé que ça lui ferait énormément plaisir de savoir à quel point il lui ressemble. Malheureusement, vous aurez remarqué que dans cette vidéo, j'ai donné plus d'informations concernant Cindy que concernant Judy. Eh bien, c'est tout simplement parce que la pauvre Judy ne devait pas être très proche de sa famille, puisqu'elle a quand même disparu 1 mois sans que personne ne signale sa disparition à la police. Et finalement, les plus inquiets, c'était ses voisins. Donc, après sa mort, personne ne s'est manifesté pour parler d'elle dans les médias, essayer de faire vivre sa mémoire. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations la concernant, mais on sait en tout cas que Cindy s'est battue. Elle a été jusqu'à donner sa vie, bon, sans le vouloir, mais elle est quand même morte tellement elle était prête à s'acharner pour découvrir la vérité, savoir ce qui était arrivé à son amie. Elle a été prête à confronter une personne qu'elle soupçonnait d'être un tueur. Donc c'est quand même assez dingue et ça prouve à quel point Judy devait être une belle personne pour que Cindy soit prête à faire tout ça pour elle. Sur ce, c'est tout pour cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.